Cette troisième conférence portera sur la littérature fantastique et sur la série de romans Les Légendes oubliées, qui a été écrite par Émilie Loyer, que voici. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, enchantée déjà, merci d'être là aujourd'hui pour m'entendre discuter avec vous. Alors je vais juste vous demander d'être un petit peu sympa avec moi, c'est ma première conférence, ça doit s'entendre, et de poser des questions également, puisqu'en fait voilà, c'est mon ouvrage, je sais en parler, mais voilà, le résumé c'est toujours très compliqué et c'est beaucoup plus facile pour moi de rebondir aux questions que vous pourriez me poser, en fait, tout simplement. Au niveau de mon parcours, j'ai pas du tout de parcours littéraire, j'ai vraiment un parcours scientifique à la base. Je lis par contre extrêmement, voilà, beaucoup. J'écris depuis que je suis toute petite, voilà, une page par-ci, par-là. Puis à un moment donné, voilà, j'ai eu une histoire et je me suis dit, il faut que je la termine. Je pense qu'elle est sympa, il faut y aller et il faut voir ce que ça donne. Donc, au niveau du tome 1, en fait, il a d'abord été édité par une toute petite maison d'édition qui se trouve dans le sud de la France. Donc c'était très compliqué pour moi après d'avoir beaucoup de dédicaces dans le nord. Donc j'ai fini tout simplement par récupérer mes droits et par l'autopublier. Donc vous avez le tome 1 qui est là, le tome 2 du coup forcément en autopublication également, ce qui va aider, qui est très chronophage, mais au moins voilà, je récupère tous les droits dessus. Au niveau de l'histoire, parce que c'est plus ça qui va vous intéresser je pense, on va se retrouver tout simplement avec un groupe de femmes qui vont s'unir pour être plus fortes face à deux royaumes qui sont en guerre. Et on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que notre héroïne n'est pas forcément ce qu'elle prétend et qu'il y a une histoire propre avec chacun des personnages que vous allez apprendre à connaître au fil des pages. Au niveau du tome 1, c'est vraiment un monde qui est un peu plus terre à terre, avec un soupçon de magie, mais qui va être bien déguisé, tout simplement pour mettre en place les personnages, l'histoire, le milieu. Et le tome 2, en fait, la magie va commencer à exploser un peu plus. Voilà, les personnages sont déjà installés, les relations sont là, et vous allez voir que ça va vraiment apparaître au niveau tome 3, tome 4, avec l'apparition d'êtres féeriques. Je me répète, je suis désolée, mais voilà, les êtres féeriques, les elfes, les gnomes, etc., tome 3 et 4. Pourquoi ce choix? Pour tout simplement des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude à ce style littéraire-là, à l'apprécier. Vous voyez tout doucement. En référence en fantasy, ça va être par exemple les Tolkien. Tolkien, c'est très compliqué parce qu'on va suivre beaucoup de personnages, beaucoup d'actions en même temps. Là, c'est pas le cas en fait. C'est vraiment tout doucement. Voilà, on prend son temps d'apprécier l'histoire et de la connaître. Voilà. Alors, on parle de littérature fantastique, mais en fait, il y a beaucoup de différences dans la littérature fantastique. Il y a beaucoup de genres. On va avoir le fantastique, le merveilleux, on va parfois confondre avec la science-fiction. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ces différences en général et dans quelle catégorie, dans quelle sous-catégorie vous rangez les légendes oubliées? Alors, je vais pouvoir vous en parler. Le seul truc, c'est que j'ai mon papier qui est derrière. Super. Je vais pouvoir vous en parler tout simplement pourquoi, parce qu'il y a un site internet donc, qui parle du monde fantasy, fantastique, etc. et qui en parle tout simplement beaucoup mieux que moi, qui a pris un exemple pour justement les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être ce monde imaginaire-là, à connaître les différentes catégories du monde imaginaire. Donc, je vais tout simplement vous le lire. Arrêtez si je vais trop vite, il faut me demander d'accélérer si ça va pas assez vite. C'est assez court, mais je pense que voilà, au moins on se rend bien compte de ce qui se passe. Donc on a merveilleux, fantastique, science-fiction et fantasy qui visitent un château réputé pour être hanté. Ça commence bien. Plongés dans leur visite, ils ne font pas attention et finissent par être séparés. Lorsque chacun arrive dans une pièce, ils sont tous très loin l'un des autres. À ce moment, des fantômes en armure médiévale apparaissent devant chacun des membres de l'équipée. Merveilleux va tenter la voie douce du dialogue pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ce fantôme cherche à faire peur à tout le monde. Après un long dialogue sur le but de l'existence, les valeurs morales, etc., le fantôme se transforme en fée et récompense Merveilleux en vantant ses vertus et en blâmant les vices des autres. Donc là, voilà, comment on arrive sur un monde merveilleux, tout simplement, c'est l'explication. Le fantastique va s'enfuir en hurlant qu'il ne comprend rien à ce qui lui arrive pour s'arrêter dans le hall d'entrée et se demander si, au final, ce n'était pas juste un rideau qui avait bougé, ou, enfin oui, mais et les cliquetis d'armure alors. Donc le fantastique, c'est, on est dans un monde très terre à terre, il se passe quelque chose de fantastique, qu'est-ce que, voilà, c'est vraiment ça, est-ce que c'est pas ça, on continue à se poser des questions, mais on reste dans le monde terre à terre en fait. Ensuite, on a science-fiction qui va tourner partout dans la pièce, pour trouver le projecteur holographique et s'émerveiller devant ce petit bijou de technologie créé pour fasciner les touristes. Ça,
pas vous expliquer, je pense que ça parle de lui-même. Et Fantasy va se rappeler les enseignements de son mentor afin de garder son calme et de puiser en lui la force qui lui permettra de lancer cette fameuse boule de feu, technique secrète de son maître. Donc là, voilà, la Fantasy, on y est déjà en fait. On sait qu'il y a un monde imaginaire qui est là et où tout le monde est au courant et on développe les pouvoirs. Donc c'est pour ça, en fait, au niveau de mon livre, on est à la fois sur du fantastique et à la fois sur de la fantaisie. Pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué, on est sur un monde qui est terre à terre. Donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'être féerique, il n'y a rien de tout ça. Par contre, l'héroïne, voilà, il se passe quand même quelque chose autour d'elle. Elle sait que ce qui lui arrive, c'est pas forcément très logique et ça n'arrive pas à tout le monde. Et elle va comme ça développer ses pouvoirs. Donc là, on va atterrir du départ du fantastique, où on n'a pas d'être féerique, on n'a pas ce genre de choses. On évolue vers le fantastique, enfin vers le fantasy. Voilà. Merci beaucoup. Alors une autre question, quand on vous entend parler de l'histoire, enfin des personnages comme ça, d'abord sur le personnage principal, c'est important pour vous que ce soit une femme, le personnage principal du roman ? Vous avez dit pas de questions, piège. Oui, alors pour moi forcément, c'est pas forcément très important, c'est juste que j'ai beaucoup plus d'affinité avec une héroïne. Forcément, voilà, je pense que c'est par féminité, tout simplement. Surtout que c'est aussi un roman qui est bien féministe, dans le sens où c'est une héroïne. C'est elle qui crée son propre clan d'Amazon, c'est elle qui va faire en sorte de pousser les autres en fait, à surmonter leurs peurs et à protéger les plus faibles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'héroïne. Et pourquoi, si c'était la question qui suit, pourquoi rousse ? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'héros roux, mais en tout cas en personnage principal. Voilà, on va parler héros roux, on va forcément voir Ron dans Harry Potter par exemple, c'est un personnage secondaire. Là on a vraiment l'héroïne rousse, et après on a aussi on a aussi ses sœurs qui sont blondes et brunes. Donc au final tout le monde se retrouve. Alors justement sur la thématique féministe, c'est une thématique qui est très présente dans le premier tome en tout cas, parce que j'ai pas encore lu le deuxième, je viens de l'acheter. C'est une thématique qui est très présente dans le premier tome, qui revient, où on a des concepts du féminisme qui reviennent souvent, qui ne sont pas forcément exprimés comme si c'était un apprentissage qu'on faisait au lecteur, mais voilà, comme c'est les modèles de pensée des personnages. Alors dans quelle mesure c'est nécessaire pour vous de faire valoir ces modèles de pensée dans votre ouvrage ? Dans quelle mesure est-ce que les thématiques féministes sont... Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir inclure ces thématiques féministes dans votre ouvrage ? Alors, je pense que la réponse ne va pas plaire, mais c'est tout simplement les personnages qui vivent d'eux-mêmes. À aucun moment, je me suis dit, voilà, je vais écrire un tome 1 pour dire d'avoir tel et tel mode de pensée, ou pas du tout. J'avais une histoire à un moment donné qui était là, qui était en train de mûrir. Je me suis lancée, j'ai commencé avec le premier chapitre. Ça a découlé tout seul, et c'est là où je me suis aperçue qu'en effet, j'avais ma part féministe qui revenait avec des codes, avec des règles qui sont propres au genre, en fait. Et ça a été presque une surprise, au même titre que les lecteurs qui vont lire, vont se dire, bah mince, voilà, je ne pensais pas du tout qu'elle allait partir vers ce genre-là. Donc voilà, je suis aussi surprise par moi-même. L'exemple type, c'est en fait, j'ai un personnage au niveau de mon tome 3 qui était plus que secondaire, qui était même censé mourir en fait à la fin du tome 3, et qui revient dans le tome 4 avec une place qui est quand même très très importante et qui n'était pas du tout prévue au départ en fait. Donc c'est vraiment mes personnages en effet qui vivent d'eux-mêmes. Justement, transition toute trouvée, en parlant des personnages de l'histoire, qu'est-ce qui vous a inspiré ? D'où vous est venue l'idée en fait de la série des légendes oubliées ? Alors, on va rigoler, mais d'un rêve, tout simplement. Je rêve beaucoup. Donc je me réveille la nuit, je dors pas beaucoup du coup. Je note toutes mes idées, parce que malgré tout, le lendemain matin, quand on se réveille, on n'a pas forcément ni les détails, ni vraiment ce qu'on a pu rêver dans la nuit, donc je note tout. Le lendemain matin, en lisant, voilà, ça me revient, je revois les images, et à partir de là, je brode en fait toute une histoire derrière. Là, les légendes oubliées, il y a vraiment eu en fait, je ne suis même plus capable de vous dire quelle partie de l'histoire vient d'un rêve, puisque du coup tout a été vraiment englobé dans le tout. Et voilà, je me suis réveillée un matin en me disant bah oui, ça peut être une bonne histoire, on va commencer, on verra bien, et puis ça va découler tout seul. Et du coup, 4 tomes en préparation, ça fait quand même un très grand rêve. Donc la question qui suit, c'est du coup, donc l'idée de base vous vient d'un rêve et la construction du personnage en fait
comment se fait la construction de la trame narrative en fait? Est-ce que vous vous dites, ah bah, je voudrais qu'il se passe ça, je vais amener, à essayer d'amener les personnages à tel événement, ou alors bah, est-ce que c'est plus une réflexion sur comment les personnages réagiraient dans telle situation et qu'est-ce qu'il est censé se passer dans la situation qui a été créée? C'est un peu des deux. Tout simplement en fait parce que pour le coup je vais pas me lancer dans une histoire si j'ai pas la fin. Parce qu'au niveau, voilà, au niveau lecteur, c'est trop de risques de se dire j'ai une histoire mais j'ai pas la fin, je sais pas comment ça se termine. Il y a trop de risques à un moment donné on puisse lâcher l'histoire en se disant bah tout compte fait ça me plaît plus, j'ai plus envie. Et à côté de ça, on a quand même des lecteurs qui attendent la suite. Donc la fin, je l'ai déjà en tête depuis le début. Après, comment je fonctionne au niveau écriture, c'est que je vais écrire chapitre par chapitre. Je vais balancer voilà, toutes les idées, comment j'ai écrit. Je ne vais pas encore corriger mes fautes, je vais revenir par la suite en fait, le lendemain, le surlendemain. Je vais tout simplement relire ce que j'ai écrit pour dire me remettre dans l'état d'esprit, de corriger les premières fautes que je vais voir les synonymes, etc. Voilà, après c'est du travail d'auteur, mais voilà. Et c'est me dire j'ai un objectif au niveau de mon chapitre, c'est de terminer. Il va commencer là, il va terminer là. Et on va faire en sorte en effet que le personnage arrive là où je suis censée le faire. Alors en général, c'est pas sur un chapitre que je vais réussir à le faire, tout compte fait, ça va être sur 2 ou 3. D'où l'épaisseur des 4 tomes. Au départ, ça en était 3, maintenant ça tourne en 4 tomes. Mais voilà, c'est vraiment de se dire mon objectif c'est ça. C'est censé être un objectif en un chapitre, mais on sait que ça sera plutôt en 2 ou en 3. Alors on parle vous avez mentionné, vous avez dit voilà ça c'est du métier d'auteur justement, c'était ma prochaine question. Du coup, qu'est-ce que c'est d'écrire un livre en fait? Qu'est-ce que c'est le métier d'auteur? Est-ce que c'est dans votre cas votre activité principale et en quoi ça consiste l'écriture d'un livre pour vous au jour le jour? Comment ça se construit? Ça merci, c'est une question facile. Donc c'est en effet mon métier, c'est devenu mon métier, j'en vis pas encore beaucoup. Mais voilà, je ne me plains pas, on va pas se plaindre quand on est auteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va se lever, puis on va faire la facturation le matin, parce qu'en tant qu'auto-édité, on va tout gérer de A à Z. C'est-à-dire que voilà, je vais faire des dédicaces au Leclerc ou au Auchan, il y a une facturation derrière qui va, c'est le côté un peu technique, un peu voilà, pas très sympathique du métier où il faut. Après, on va chercher les séances de dédicaces. Donc que ce soit, voilà, comme je précisais, le Leclerc, Auchan, les médiévales, les fantastiques. Mon livre me permet en fait d'ouvrir mes opportunités à tellement de salons qu'il est très facile pour moi après de me placer. Là voilà, on va prendre l'exemple de septembre à décembre, j'ai plus que 3 week-ends de disponibles par exemple. Voilà, mais c'est très chronophage. Après bon, on va manger, hein, parce qu'il faut quand même manger à un moment donné dans la journée. Et c'est là où je vais relire ce que je disais, c'est vraiment là où je vais attaquer la lecture, enfin l'écriture en fait. Je vais relire mes chapitres, je vais travailler dessus et je vais écrire le temps que l'inspiration est là. Par contre, comment j'écris avec les écouteurs sur les oreilles. C'est-à-dire d'être vraiment dans mon monde, la musique à fond. Alors c'est pas bon, je pense que je vais devenir sourde assez vite. Mais voilà, je suis vraiment dans mon monde, je me crée mon monde et c'est parti en fait. Et après, au bout d'un moment, on lève les yeux en disant j'ai mal au doigt, j'ai mal à la tête. Ah bah ouais, ça fait déjà 2 heures que t'es fille, donc c'est normal, peut-être boire un petit coup, histoire de truc inquiet. Et après, voilà, on souffle de notre journée et on démarre le moment. Une question qui est tout à fait secondaire, mais je sais qu'il y a certains auteurs qui aiment beaucoup expliquer quelle musique ils ont écouté en écrivant un livre. Je pense notamment à Bernard Werber qui fait ça beaucoup. Alors qu'est-ce que vous écoutez quand vous écrivez? Alors, pour mon tome 1 et pour mon tome 2, je me demandais pas pourquoi. Je pense que c'est plus pour le rythme. C'était une musique de Fast and Furious. Donc voilà, c'est pas très intelligent de ma part, mais c'est pour le rythme, je pense. Comme ça, en fait, ça m'oblige à écrire très vite et à surtout me concentrer très rapidement dans l'histoire. Maintenant, voilà, j'ai passé ce stade d'avoir une musique en boucle, parce que c'est ça aussi, c'est dès qu'on change de tempo ou ce genre de choses, on a tendance à perdre en fait l'idée qu'on était en train de suivre. Donc là maintenant, je peux écouter de la radio, je peux écouter tout ça, il y a juste les pubs qui pour le coup risquent de me casser, mais j'ai plus de musique particulière en tête. Alors justement, au niveau de ce qui peut casser l'écriture, est-ce que c'est pas parfois difficile de trouver l'inspiration? Est-ce que ça vous arrive jamais? Est-ce que vous n'avez jamais le symptôme de la page blanche? Est-ce que c'est parfois difficile d'essayer de voir comment les personnages vont évoluer? Le syndrome de la page blanche, pour le moment, je suis pas mon 2e tome aussi, mais je l'ai jamais eu. Par contre, pour le tome 3, je sais que j'ai eu une période où il était très compliqué pour moi d'écrire, tout simplement parce qu'en fait, je sentais la fin du tome 3 arriver.
Et à partir de là, c'est l'angoisse de l'auteur de se dire, même si je savais qu'il y avait un tome 4 qui arrivait, c'est de dire au revoir à ces personnages à un moment donné, en fait. Donc j'ai repoussé cette idée de dire, ça va être la fin du tome 3. Il est là, il arrive. Donc je me suis en fait conditionnée moi-même à dire, non, t'as plus d'idées, en fait. Alors laisse mûrir ce qui va arriver par la suite, pour dire d'avoir encore plus d'idées pour ton tome 4, et que ce soit beaucoup plus facile à découler par la suite, en fait. Mais pas encore la page blanche, heureusement pour moi. Alors sur les personnages justement, vous avez l'air très attaché à vos personnages, un peu comme si c'était des amis de longue date. Ça va être difficile comme question, mais vous avez un préféré dans vos personnages? Est-ce que c'est l'héroïne? Est-ce qu'il y a un autre personnage que vous trouvez particulièrement attachant dans vos romans, sans divulgacher l'histoire? Alors, non, j'ai pas forcément de personnage humain préféré. Par contre, le personnage que je vais préférer, c'est Cassiopée. Donc Cassiopée, en fait, c'est l'aigle d'Éléanore. Donc on voit pas beaucoup, parce que elle n'a pas de rôle particulier, mais c'est le fait d'avoir pu intégrer en fait un animal dans l'histoire et de me dire aussi, j'ai pu faire une médiévale de ça il y a 3 semaines, et de pouvoir prendre une photo avec une buse qui ressemble en fait à ce que j'avais en tête de Cassiopée. Donc voilà, c'est le côté sympathique de mon histoire, c'est de pouvoir... tout le monde me pose la question, c'est vous l'héroïne, on se ressemble, on est rousse, Non, c'est pas le but de se dire je ressemble à mon héroïne, c'est juste qu'à un moment donné, en médiéval, on demande d'être costumé, on demande d'être dans le trip que j'adore, de toute façon, donc voilà. Donc on a choisi mon personnage, parce que c'est beaucoup plus facile après de pouvoir assumer le rôle de son personnage en le connaissant. Je fais les soldes pour Éléanore, par exemple, je fais pas les soldes pour moi. C'est le petit côté sympathique. Mais au niveau personnage humain, j'en ai pas forcément de préféré. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, justement, tant qu'on parle de monde médiéval fantastique, c'est vraiment votre univers. Est-ce que vous avez des ouvrages particuliers qui vous ont inspiré ou qui vous ont aidé dans l'écriture parce que vous y avez trouvé des idées ou tout simplement parce que ça vous a mis de bonne humeur de les feuilleter? Alors, question très difficile parce que là en ce moment je fais un rythme d'un livre par jour au niveau lecture. Donc, très très compliqué de pouvoir répondre à cette question. J'ai quand même mes préférés, notamment les Terry Goodking, donc l'épée de vérité. Où là, c'est une écriture qui est très sympathique et qui est surtout, avec un vocabulaire qui est là. On est de nouveau dans le monde médiéval, donc c'est vrai que si j'ai petit manque d'inspiration, ce qui m'arrive rarement, mais ça peut. Je sais que je vais me replonger dans les Terry Goodking parce que je vais retrouver ce que j'ai construit en fait un petit peu grâce à lui en fait. Et une dernière question peut-être avant de laisser la parole au public. Et une fois que vous aurez terminé le 4e tome des Légendes oubliées, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets en carton? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été commencées, qui sont terminées plus tard? Est-ce qu'il y a une suite de prévu? Alors, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Alors pas forcément en cours d'écriture, puisque je préfère justement terminer pour garder l'état d'esprit, pour garder les personnages, ce genre de choses. Donc je vais vraiment terminer les 4 tomes avant d'écrire un autre vrai, quand je dis vrai, livre. Pourquoi justement je précise? Tout simplement parce que je fais aussi des nouvelles. Et en septembre, ma nouvelle va être publiée dans un ouvrage. Alors par contre, ça n'a absolument rien à voir avec le médiéval, ni avec le fantastique. On est purement sur la romance, pour le coup. Mais au niveau d'autres idées, ça restera autour du fantastique, du médiéval, de la romance. Je voudrais bien un peu de policier, mais là c'est un univers qui est très très particulier et pour le moment, je ne vais pas me lancer parce que je ne suis pas encore prête. Mais il faut savoir que j'ai là 5 ou 6 ouvrages qui sont dans la tête en train de mûrir. En fait. Je sais que j'avais dit que c'était ma dernière question, mais quand même. Ça m'intrigue cette histoire de nouvelles. Vous pouvez nous la pitcher un peu, nous dire un peu de quoi ça parle? Super. Alors, c'était pour un concours de nouvelles. Et le thème, c'était les chroniques d'une petite culotte. Voilà. Je n'en dirai pas plus, vous découvrirez ça en septembre. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir notre conférencière. Je vais faire ce que je peux avec le câble que j'ai. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, si vous souhaitez poser des questions sur la littérature fantastique. Non, je suis désolé, avec la meilleure volonté du monde, parlez fort, ça devrait.
des légendes est-ce que dedans il y a des vraies légendes qui sont un petit peu adaptées ou alors est-ce que c'est vraiment des choses inventées Alors, pour la... je suis désolée, j'ai retenu la deuxième, je me souviens déjà plus de la première. L'action, oui. Alors non, l'action c'est totalement dans un pays totalement imaginaire. On est vraiment purement au monde médiéval, c'est juste la référence, ni France, ni... Voilà, c'est un terme, enfin, on est au pays d'Arthura en fait. Donc c'est vraiment, voilà, purement imaginatif. On pourrait par contre très bien se dire, c'est comme la forteresse qu'on peut voir à Locquenois par exemple. Voilà, il n'y a pas... C'est pas vraiment du fantastique où on ne peut pas retrouver ce genre d'éléments par ici. Pour la deuxième question, au niveau des légendes, en fait, c'est inspiré, mais de très très loin. Là, la première, c'est les Amazones, c'est plutôt l'idée de la femme forte, libre, guerrière, surtout qui n'a pas besoin des hommes. Donc elle va forcément quand même avoir son pendant masculin dans ses aventures, mais on va rester voilà, de très éloigné par rapport à l'Amazone. On a la légende de l'Amazone qui se coupe le sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc, par exemple. Là, c'est pas du tout le cas, c'est pas son but en fait. Dans le tome 2, c'est le phénix, c'est l'histoire du renouveau. Elle va renaître de ses cendres à un moment donné parce qu'il va lui arriver quelque chose et qu'elle va avoir besoin en fait, de passer par cette étape-là. Donc c'est pour ça que les légendes oubliées, tout le monde me pose la question pourquoi les légendes dans ce cas-là, voilà, si c'est pas Brocéliande, si c'est pas tiré de ça, c'est parce qu'en fait, dans l'histoire par elle-même, au niveau de son vécu, c'est ça qui est compliqué parce que du coup je peux pas tout raconter, sinon je vous raconte l'histoire et c'est nul. Mais en fait, le pays d'Arthura a ses propres légendes en elle en fait, dans ce pays-là. Donc c'est plus ça, c'est ces légendes-là qui ont été oubliées, c'est l'héroïne qui va les faire remonter à la surface. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Alors attendez, là, vous j'ai assez de câble. Alors pour le coup, moi je lis beaucoup sur Wattpad des histoires que beaucoup de gens ont écrites. Genre, de temps en temps, ça vous arrive d'avoir des inspirations sur Wattpad ou d'autres sites avec des histoires créées par d'autres personnes? Plus maintenant, ni sur Wattpad, ni sur... voilà. Mais par contre, quand je disais que j'écrivais depuis que je suis toute petite, à la base c'était par fanfiction. C'était les Harry Potter. C'était de me dire, ah j'aime pas cette fois-là, moi je veux la refaire. Et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire grâce à ça. Maintenant, honnêtement, j'ai tellement d'idées en tête que je m'inspire forcément à un auteur qui dit qu'il n'inspire pas, c'est faux, parce que quand on dit quelque chose, on dit forcément, voilà, au niveau des Amazones, au niveau de mon tome 2, en fait, j'ai sorti mon tome 2, et après on est allé voir au cinéma les le truc avec les Amazones, justement, quelqu'un peut m'aider? Voilà, Wonder Woman. Et là, je me suis dit, mais c'est mon histoire ça. Ah mais non mais ça aussi. Alors que je l'avais pas vu avant. Et voilà, parce qu'on a une affinité propre avec ça, avec ce qu'on a envie d'écrire en fait, tout simplement. Mais voilà, j'ai commencé par les Harry Potter. Merci beaucoup. Une autre question? Quelqu'un? Bon bah moi j'en ai une, du coup. Oh, c'est si t'avais fait ça. Bon. On a beaucoup parlé des personnages féminins des Amazones dans les légendes oubliées, on n'a pas beaucoup parlé des personnages masculins. Il y a 3 personnages masculins, pour pas dire principaux, centraux. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Pareil, 2-3 mots pour un auteur, c'est très compliqué de résumer. Donc, voilà, faut qu'on nous mettrait du coup. Donc on a James, qui va être le pendant masculin d'Eleanor, donc qui est prince d'Arthura. Et c'est lui en fait qui va plus ou moins vivre les aventures avec Eleanor, qui a un lien propre avec elle. Donc je ne vous dirai pas comment, ni voilà, comment ils en arrivent là. Et c'est vraiment le prince d'Arthura. Ensuite on a Don, qui est tout simplement son commandant des armées, mais également son meilleur ami. Et on a Frank, qui lui est plus le conseiller du roi. Frank en fait vient d'un pays très lointain. J'ai pas encore forcément développé cette partie-là de lui, j'espère pouvoir le faire dans le tome 4. Il vient d'un pays très lointain et en fait il arrive, il connaît d'abord Eleanor et donc Anna, la deuxième principale héroïne. Pareil, je vais pas tout vous décrire, il va falloir la lire, ce sera plus sympa. Mais voilà, il commence déjà par Eleanor avant de se lier d'amitié avec James et Don. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions? Pas une idée qui vous est venue entre deux? Parce que ça, il y en a d'autres. Ah oui, écoutez madame. Oui, si. Hop.
Non, bah, parlez fort. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver en plein milieu, je ne sais pas si vous avez déjà répondu aux questions. Et je voulais savoir quelle était à peu près votre discipline, votre routine d'écriture. Et si au niveau de la créativité, est-ce que vous croyez au mythe de l'auteur qui s'enferme chez lui et qu'il y a des idées qui viennent, ou est-ce que c'est à force d'écrire que ça se développe? Alors en effet, la routine, on en avait discuté, donc je vais juste résumer. Non, c'est pas grave, mais voilà. La routine, c'est le matin, en fait, c'est tout ce qui est administratif, puisque je suis en auto-édition. Donc tout ce qui est administratif au matin, et c'est dans l'après-midi où je vais vraiment écrire, avec la relecture des chapitres que j'ai fait avant, pour justement reprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit. Après, au niveau du mythe de l'auteur, je fonctionne de deux manières. Justement, quand je vais écrire, je suis enfermée chez moi, avec les écouteurs sur les oreilles, la musique à fond, pour pas être concentrée et pas penser, bah, on va manger quoi ce soir? Voilà, sinon c'est fichu. Donc je suis vraiment dans mon monde. Par contre, mes sources d'inspiration vont faire que je vais... C'est en me baladant, voilà, comme là aujourd'hui, c'est en med, je vais aller voir les combats, je vais me dire, ah bah ouais, ça c'est sympa, je pourrais pouvoir le décrire dans un autre livre, voilà. Et après, ça va être, bah, je vais voir un film, je me dis, ah bah ça, voilà, c'est pareil. Alors je vais juste prendre une toute petite idée de rien du tout, parce qu'après, c'est pas du plagiat, sinon voilà, ça sert à rien, c'est nul, et on passe à autre chose. Si j'ai pas de talent pour créer, c'est tout, ma carrière, elle est terminée, en fait. Mais ça va être, il faut pas grand chose pour dire que j'ai le déclic, là. Je rigole, mais les chroniques des petites culottes, c'était pas du tout prévu que j'écrive sur ça. C'est pas du tout à la base mon style littéraire. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit, ah bah si, ça, oh bah pourquoi pas, je peux développer sur ça. Et à partir de là, après, c'est parti. C'est l'imagination qui fait que je vais pouvoir construire vraiment un monde à partir d'une petite étincelle de pas grand chose. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, va parler, monsieur, il va falloir parler fort. Moi, c'est tout mon idée, vous avez l'idée qui arrive au fur et à mesure, et comme vous dites, vous lisez beaucoup de livres, vous regardez de temps en temps des films, vous sortez. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une idée et de la reconstruire par rapport à des choses que vous voyez, que vous lisez Oui, ça m'est forcément arrivé, mais plus justement ce que je dis, ce qui est pour moi très angoissant, c'est cette idée du plagiat. C'est me dire, j'ai une idée en tête, même si je l'ai eu avant de lire ou avant de lire l'histoire. Bon là, Top Gun, c'était particulier, était déjà imprimé quand j'ai vu le film, donc c'était impossible pour moi de le modifier. Mais voilà, je vais me dire à un moment donné, même si c'était mon idée à moi au départ, si j'ai eu l'impression de le voir ailleurs, je vais essayer de transformer, de modifier, parce que j'ai pas envie qu'on revienne vers moi en disant, bah oui, mais bon, en fait, ton histoire, elle est bien, mais on l'a déjà vu, quoi. Oui, mais on l'a déjà vu parce que c'est des grands noms aussi, je cite Terry Woodking. Voilà, enfin moi par rapport à lui, c'est pas de l'échelle, quoi. Donc forcément il y a certaines de mes idées qu'on va retrouver dans d'autres livres, avec des auteurs qui sont excessivement, voilà, avec du talent. Mais voilà, si je peux modifier au moment où c'est possible, je vais forcément essayer de les modifier, sans changer mon histoire, puisque de toute façon, voilà, j'ai la fin, donc je peux pas non plus partir à droite et à gauche. Mais voilà, c'est là où c'est la créativité qui va faire en sorte de pouvoir modifier ça un petit peu en un claquement de doigts. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Si plus personne n'a de questions, je vous propose de remercier une dernière fois notre conférencière Émilie Loyer, donc auteure des Légendes oubliées. Et puis voilà, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver